Baby Groot est en train de se boire un petit cocktail ou je rêve? Ah, il risque d'être très spécial cet épisode des vacances. Fais gaffe James Gunn, t'as déjà eu des petits soucis pour des vannes pédophiles, il manquerait plus que tu nous montres Groot en train de se tirer la sève. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 352e JT Comics en Angleterre. Johnny Depp est allé fêter la fin de son procès contre Amber Heard avec 21 potes à lui dans un restaurant indien, il a lâché 57 000 balles, je savais pas que c'était possible de dépenser autant d'argent en cheese naan, hein. Moi je pense qu'avec le Covid et tout ça, le resto s'est un petit peu diversifié, mi-indien, mi-colombien, et qu'il a un petit peu abusé de leur curry tout blanc, hein. Vous savez, celui qui se consomme par le nez, hein. Mais je rigole, elle m'a pas porté plainte pour diffamation, de toute façon, j'ai pas l'oseille, hein. Il est temps pour nous de sniffer les news de la semaine. Improbable. C'est la news insolite de la semaine, on sait à quel point la concurrence entre Marvel et DC a été un moteur créatif, surtout à leur début avec des créateurs qui s'amusaient à essayer de recopier les bonnes idées des uns et des autres, ou les idées tout simplement, c'est la technique dite Gad Elmaleh, comme chaque équipe a du talent et qu'en plus ils s'achètent des joueurs parfois, et bien certaines copies prenaient mieux que les personnages originaux, les plus anciens. Lecteurs se souviendront des nombreux crossovers entre les deux maisons d'édition. Vous avez Batman et le Punisher, Superman et Spider-Man, Captain America et Batman, avec Batman qui sourit ici probablement parce qu'il se dit oui certes je suis un millionnaire qui se déguise en chauve-souris avec un masque aux oreilles toutes pointues, mais ça pourrait être pire, je pourrais avoir des petites ailes en plumes sur les tempes. On se souvient aussi de l'univers amalgame de la Justice League versus les Avengers par George Perez, et ces derniers temps évidemment les crossovers se font de plus en plus rares parce que c'est plus compliqué de mettre d'accord deux grosses multinationales comme la Warner qui a DC et Disney qui détient Marvel. Il y a toujours plus de queues à Disneyland qu'au parc Astérix, bien que on sait que les Romains se baladaient tout le temps à poil, Panoramix aussi, la serpe à l'air. Sauf qu'il y a des moments où Disney ne demande pas, non ils prennent, et là c'est la Warner qui s'est fait Mickey, nul autre que Batman quand même, pour un crossover qui réunit Tigra, E.T. et donc Batman, et on dirait encore plus un jeu à boire quand on dit que ça se passe dans Tic et Tac, les Rangers du risque. Alors d'abord il y a une première scène, une mise en abîme d'un film qui oppose Batman versus E.T., sauf qu'on sait qu'avec le Batfleck, les extraterrestres n'ont pas droit à leur coup de téléphone maison, juste à des coups tout court. Et plus tard dans une scène en convention, on voit en invité le personnage de Tigra dans sa version du cartoon de 1999, Avengers United We Stand, si vous l'avez pas vu, c'est normal, on a beau regarder dans nos mouchoirs après avoir soufflé dedans, mais c'est pas pour autant qu'on doit mater toutes les merdes qui passent. Donc un crossover compartimenté, mais un crossover quand même. Le problème, c'est que dans le générique, les ayants droit de ces personnages n'apparaissent pas comme ça devrait normalement être le cas, ce qui veut dire que Disney y est allé complètement en pirate des Caraïbes, ce qui peut poser quelques problèmes pour le futur, si ça redevient le Far West. Donc si vous voulez des vrais bons crossovers, vous les trouverez dans les pages des comics. Black Kamala Sandman. Excellente nouvelle du côté des adaptateurs et ça rejoint le débat qu'on avait la semaine dernière sur la fidélité des adaptations aux comic books dont elles sont tirées, mais tous les studios font des gros clins d'œil aux fans de comics, dignes du pire des harceleurs de rue, le genre de mec qui sur leur bio Tinder, t'inquiète, je ne mords pas enfin, sauf si t'aimes ça. Moi ça me donne envie de rétablir la peine de mort, ce genre de délire. C'est DC qui s'y met tout d'abord avec Black Adam et qui emploie nul autre que celui qui a été conçu dans un threesome entre la chose Macognieur et Yves Rocher, Dwayne The Rock Johnson, pour partager 4 posters réalisés par l'artiste Michael Villarreal. Ça fait plaisir de voir qu'ils font la promotion de personnages aussi vieux de cette façon, et on sent de manière plus générale l'amour de Dwayne Johnson pour son personnage, pour la puissance de son personnage, et ça généralement c'est une recette qui fait des bons films. On pense à Ryan Reynolds avec Deadpool, on pense aussi plus généralement à James Gunn avec tous les matériaux sources qu'il adapte, que ce soit les Gardiens de la Galaxie ou la Suicide Squad. Pour assurer le coup, je vous conseille quand même de lire tous les bons récits sur Black Adam en comics, que ce soit le Dark Ages, que ce soit le United, et on verra ce qu'il en est du film, dont la bande-annonce sort aujourd'hui, à ce qu'il paraît. Si vous la regardez 3 fois, ça va agrandir la taille de votre pénis, tellement il y a de la testostérone, même pour vous mesdames. Bon, et en parlant de passion et de choses qui s'agrandissent, aujourd'hui c'est le grand jour, celui où Miss Marvel, Kamala Khan, fait son entrée dans le MCU avec sa série sur Disney+. C'est un personnage qui a été créé par J. Willow Wilson, Adrian Alphona, sur une idée, un concept des éditeurs Sanan Amanat et Stephen Walker, avec des concepts de James McKelvey. C'est une héroïne adolescente musulmane incarnée dans le MCU par Iman Vellani, qui s'est illustrée à l'avant-première de la série, à tel point qu'on ne savait pas si on avait Iman ou Kamala en face de nous. C'est une
fangirl de l'univers Marvel, tout comme son personnage, qui est aussi une fangirl de Miss Marvel à la base. Elle a même été jusqu'à contredire Kevin Feige en disant je m'en fous, mais l'univers du MCU ne devrait pas être numéroté le 616, qui est une création d'Alan Moore, mais le 19999. Pourquoi? Parce que c'est dans une encyclopédie officielle de l'univers Marvel, c'est normalement l'univers du MCU. On sent qu'elle est fan, on sent qu'elle a lu les comics, et ce, avant même d'être castée pour Miss Marvel. La preuve, c'est qu'ils ont ressorti une photo d'elle, elle est âgée de 16-17 ans, et elle est déjà déguisée en Miss Marvel, alors qu'elle n'était pas forcément au courant qu'elle allait jouer dans la série. Avec le nombre de fois où moi je me suis déguisé en Batman, j'attends toujours un petit coup de fil de la Warner, ou de Catwoman à la limite, pour me consoler. Faut bien avouer que pour l'instant ça ressemble au casting parfait, à l'exception près qu'il s'agit d'une très jeune actrice qui n'a pas encore, entre guillemets, fait ses preuves, donc on ne sait pas comment elle joue, et ça c'est un petit peu important. Moi j'ai pas été très convaincu au tout début par l'actrice qui incarne America Chavez dans Doctor Strange, mais je me ferai un plaisir de le découvrir dans la série qui vient complètement draguer les fans de comics en recréant beaucoup de couvertures de ce run originel qui risque d'être beaucoup demandé en librairie selon Sana Amanat, et puis en même temps qui vient ne pas hésiter à les frustrer, puisqu'ils viennent changer les pouvoirs. On oublie les brumes terrigènes, on oublie le côté métamorphe qui lui permet de s'agrandir, et cette fois c'est un bracelet qui lui donne ses pouvoirs et qui lui permet de matérialiser des champs de force, mais on dirait quand même que l'essence du personnage est là, et c'est tout ce qui compte. Tiens, et en parlant d'essence, quelque chose qui fait rêver, c'est quand on demande à l'actrice son personnage d'ici préféré, elle n'hésite pas, elle cite Sandman, le titre phare de Vertigo, qui va être adapté en série, dont on a eu la bande-annonce, qui va également venir titiller les fans de comics en venant faire des changements, et puis je pense qu'on peut quand même compter sur Neil Gaiman pour rester fidèle à lui-même, puisqu'il supervise cette adaptation sur Netflix. Par exemple, entre autres, on aura droit à une Johanna Constantine, qui dans les comics à la base est une ancêtre de John Constantine, qui est une aristocrate qui vit au XVIIIe siècle. Alors moi, je vous avoue que je suis un petit peu déçu parce que j'aime bien le côté prolo de Johnny, mais je pense qu'on peut faire confiance à Jenna Coleman pour incarner cette bourgeoise vêtue d'un impair blanc impeccable à merveille. Donc il me tarde vraiment de voir ça aussi, ça s'annonce bien. Adaptateurs. Sur l'autoroute des adaptateurs, on n'hésite pas à regarder dans le rétro pour trouver de l'inspiration. On revient directement à la fin du Moyen-Âge, quand il commençait à y avoir des orchestres pour jouer les bandes sonores des pièces. Et puis après dans les cinémas au début du 20e, et là, il y aura un ensemble musical qui va jouer les bandes originales des films de DC Comics, certains, le Batman de 1989, celui de 2022, le Justice League, Aquaman. Il y aura même le film The Flash, et je recommande aux musiciens de faire attention s'il y a Ezra Miller dans la salle et qui font une fausse note. À mon avis, il peut partir en Hannibal Lecter en 2-2, celui-là. Autre chose que je ne m'attendais pas à voir revenir dans les cinémas, c'est le film Morbius. Si on parle très souvent de la mobilisation exceptionnelle des fans de Zack Snyder, eh bien on peut quand même féliciter la team Morbius qui, à force de même de se moquer, de tourner le film en dérision, a poussé Sony à le ressortir dans 1000 cinémas, et donc le film il réalise l'exploit de flopper 2 fois dans la même année, puisque ça a fait des clopinettes. Même Véronique Courgeot, elle a pas osé décongeler ses bébés, merde, même Jared Leto d'ailleurs se moque et joint la tendance, puisqu'il fait mine de lire un script qui s'intitule Morbius 2 It's Morbin Time, en référence évidemment aux Power Rangers. Et justement, parlons de la force rouge foncée de chez Marvel, Disney, à savoir Daredevil, qui va revenir en série sur Disney+, rebooté avec toujours Charlie Cox, et toujours l'éditrice Sana Amanat a déclaré que pourquoi pas, pour trouver un ton un peu plus approprié à Disney, pourquoi pas adapter le run de Mark Waid de Chris Samney, qui est un excellent run, mais qui est un petit peu différent, qui se démarque par son mélange habile entre le drame, la psychologie et pas mal d'humour, notamment sur l'identité, la double identité de Daredevil, mais aussi d'excellents personnages comme Ikari, les dessins de Chris Samney. Donc lisez ce run, et puis on verra pour le retour du diable sur Disney+. Chez DC, c'est le clown qui va revenir. Qui c'est qu'a dit Joss Whedon? Oh non, c'est petit, c'est mesquin. Non, évidemment, on parle de Joaquin Phoenix dans le Joker, la suite, par Todd Phillips, évidemment, que pour le nouveau PDG de la Warner Discovery, David Zaslav,
Un film qui a coûté 60 millions de dollars à être produit et qui en a rapporté le milliard, eh bien c'est une des priorités absolues. À ce qui paraît, il chercherait même à récupérer Todd Phillips pour le placer conseiller sur l'ensemble des adaptations des comics d'ici, ce qui n'est pas une nouvelle trop folle, hein, puisqu'il avait fait un petit peu des doigts d'honneur hein, aux fans de comics dans son adaptation du Joker, dans la promo notamment, et qui semble pas si intéressé que ça par les comics, et encore moins par l'ensemble de l'univers d'ici. Un qui ne reviendra pas, mais dont l'ombre plane toujours, c'est Batman, hein, celui qui a été tué dans la série Gotham Knights, hein, donc le renouveau de l'univers d'ici sur la chaîne CW, hein, sauf que là ça ressemble bien à une série d'ici sur la chaîne CW, mais avec encore moins de budget. Alors faut pas trop se moquer, puisque l'intérêt de ces séries c'est quand même de faire vivre pas mal de personnages de l'univers d'ici, hein. Ici on a Harper Row, on a Carrie Kelly, on a Stephanie Brown, on a beaucoup de la future génération, et on sent bien que la CW vient draguer les jeunes comme un pédophile qui s'inscrirait sur TikTok, hein, mais... Enfin, moi je suis curieux quand même, je pense que je donnerai sa chance au produit. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Joe Quesada. Dans les comics, une bonne partie du travail se joue en coulisses, notamment avec le métier d'éditeur. C'est celui qui se charge d'être l'huile dans les rouages, dans la mécanique, et donc de trouver les rouages aussi, hein, puisqu'il embauche les dessinateurs, les artistes, il fait en sorte que ça fonctionne, il donne un cap, une direction globale, une tonalité, hein, et cette semaine, après 20 ans de bons et loyaux services, on dit au revoir à monsieur Joe Quesada, qui a annoncé qu'il s'en allait de chez Marvel Comics, où il a occupé pas mal de postes. Il a commencé en éditeur, puis il a fini éditeur en chef, directeur de la création, vice-président, puis chef créatif. Alors qu'est-ce qui se cache derrière hein, tous ces titres qui pourraient être des fonctions chez les témoins de Jéhovah? Eh bien peut-être l'un des plus grands architectes modernes de l'univers Marvel Comics, mais aussi du MCU hein, dans ces 20 dernières années. Il est le cofondateur du label Marvel Knights, hein, qui a permis aux héros dits urbains de se redresser, d'avoir un nouveau souffle, notamment avec le Punisher de Garth Ennis et Steve Dillon, les Inhumains de Jay Lee et de Paul Jenkins, le Daredevil de Kevin Smith avec Joe Quesada également. C'était une tentative d'attirer le lectorat du label Vertigo à l'époque. C'était une tentative plutôt réussie d'ailleurs, hein. C'était des récits assez réalistes, assez violents, assez noirs sur le traumatisme, sur la douleur. La plupart de ces runs sont devenus des classiques qui ont inspiré des générations d'artistes et de créateurs. C'est aussi lui qui conseille, qui recommande fortement d'embaucher Brian Michael Bendis, hein, d'abord pour réimaginer le personnage de Spider-Man pour toute une nouvelle génération dans la série Ultimate Spider-Man, puis ensuite il lui propose le Daredevil de Marvel Knights dans un run qui est emblématique, qui va aussi beaucoup inspirer tout l'univers de Netflix et Marvel, hein. Et puis ensuite Brian Michael Bendis va devenir l'architecte de l'univers Marvel, avec plein d'événements hein, comme la désintégration des Vengeurs tout d'abord, House of M, hein, qu'on retrouve un petit peu, hein, notamment pour le personnage de Wanda Maximoff dans le MCU. Ensuite il y a aussi Secret Wars, la Secret Invasion, le Dark Reign, le Siège. Donc vous l'aurez compris, hein, Quesada aussi était en partie responsable de la tonalité du MCU moderne qui s'en inspire fortement, d'autant qu'il a supervisé la Civil War de Mark Millar, de Steve McNiven, tout ce qu'il y a eu autour. Il est aussi responsable hein, en partie de l'arrivée de Grant Morrison sur le titre des New X-Men, fondateur également. Donc il est celui qui a su redorer en partie hein, le blason et les finances de chez Marvel Comics. Les fans de Spider-Man le haïront à jamais pour sa petite faute, le Spider-Man One More Day, hein. Bon, mais il faut savoir pardonner, il faut se rappeler que c'est un putain d'artiste, hein. Moi à chaque fois ces dessins me font rêver, j'espère qu'on en verra plus et qu'il dessinera dans ses futurs projets. On sait qu'il va écrire et réaliser un film en indépendant, et puis ensuite on ne sait pas où ça va le mener. J'aimerais d'ailleurs terminer sur une citation qu'il dit, qu'il a inspiré hein, pour son départ, et donc je dis ça aussi pour tous ceux qui vont changer de vie, hein. Je pense aux étudiants sur Parcoursup, courage à vous, hein. C'est du T.S. Eliot, c'est un poème, hein, et ça fait: nous ne cesserons pas d'explorer, l'aboutissement de toutes nos quêtes sera d'atteindre l'endroit d'où nous étions partis et pour la première fois de le reconnaître. Aux racines. À la racine dans les comics, sachez que commence cette semaine hein, le prochain gros événement de chez DC. Forcément, c'est une crise, vous le savez, c'est la Dark Crisis. Hein, c'est orchestré par Joshua Williamson, c'est l'aboutissement de son travail chez DC depuis quelques années. Hein, ça va être, on va dire, les conséquences de l'attaque de Paria, de la Dark Army. Ça aura pour essence le thème de l'héritage. D'ailleurs, ça va remonter jusqu'à certains événements de Crisis on Infinite Earth. Il semble donc normal que DC inclue de nombreux titres dans ce crossover dont on a eu la checklist. Ils ont rajouté quelques one-shots, notamment avec Constantine, avec Swamp Thing, notamment
un I Am Batman, donc ça c'est une série qui va être percutée par le crossover, percutée aussi, mais cette fois à pleine vitesse, la série Flash sur 4 numéros, et je suis persuadé que sur la cover par Torin Clark de ce numéro, eh bien l'artiste s'est inspiré de la maison de Rick et Morty, c'est sûr et certain. Sinon chez Marvel, contrairement à Dans mon corps actuellement, c'est le grand froid qui souffle. Tout d'abord, le froid du mutant Iceberg qui va avoir droit, notamment aussi dans le cadre du mois des fiertés, à sa propre série numérique sur l'application Marvel Unlimited, une série dans laquelle il va explorer la partie immergée de ses pouvoirs Oméga, donc ça peut être très très bon, il est très puissant, faut pas l'oublier. Et puis le froid aussi de la guerre, la guerre froide, avec un nouveau roman de Mackenzie Lee pour Marvel, qui sera un petit peu illustré par l'artiste qui sera un petit peu illustré par l'artiste Tula Loté. Donc ce sera un roman cette fois sur le soldat de l'hiver qui va... On va explorer une mission qu'il a commencé lorsqu'il était au service des renseignements britanniques et qui va lui retomber dessus quand il a basculé de l'autre côté, qu'il est chez les Russes. C'est toujours intéressant ce genre d'initiative transmédiatique. Lisez, et le JT de la semaine est dédié tout d'abord à l'artiste Ken Kelly qui a réalisé les pochettes des albums de Kiss, donc il travaillait pour Eerie and Creepy, à la base le groupe Kiss voulait Frank Frazetta, rien de moins, celui qui a fait beaucoup de Conan, et puis finalement c'est la femme du batteur qui lisait des comics Eerie and Creepy, qui a conseillé Kelly, et il a été pris, et c'est tant mieux comme ça. Et en parlant de ça, sachez que Geek le Mag sort un hors-série consacré au cocktail, Geek et Metal, comment ils s'influencent, se répondent, se mélangent. Il y a 96 pages d'articles, une couverture de Monsieur Garcin que j'embrasse, une couverture de Will Argunas, le Ulule Carton, je vous mets le lien vers le projet dans la barre de description. Puis cette semaine, j'ai rien lu qui vaille la peine d'être mentionné ici, mais par contre, j'ai regardé les 3 premiers épisodes de la saison 3 de The Boys, je me suis régalé, on y retrouve évidemment les outrances quasi gratuites, qui sont nos petits plaisirs coupables, mais pas que, puisque la série n'est pas dénuée de moments de douleur, de traumatisme, de moments d'émotion aussi, elle n'est pas dénuée de l'essence des comics de Garth Ennis, de Darick Robertson et de Russ Brown, mais ils n'hésitent pas à faire quelque chose de très différent, et c'est tant mieux, sinon on se ferait chier, et je trouve que c'est très très bien joué par les acteurs, et je serai au rendez-vous évidemment pour la suite des épisodes et toutes les outrances qu'ils nous réservent, avec notamment l'épisode Hero Gasm qui promet d'être l'une des choses les plus choquantes qu'on ait jamais vues en série à la télé, et donc ils ont déjà mis la barre très très haute. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous les avez vus, ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Merci d'être toujours aussi fidèle à ce rendez-vous, de laisser vos pouces bleus, de partager sur Facebook, de tweeter, de retweeter, de m'incorporer dans vos stories Instagram, je vous vois et ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis et j'essaie de répondre au maximum d'entre vous, sur les réseaux sociaux aussi. Vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, qui est un grand espace de liberté. Je vous fais d'immenses bisous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Axel Brand en a rêvé, Marvel l'a fait, She-Hulk soulève Wanda Maximoff et Natasha Romanoff. Dès que ça finit par Ov, elle soulève. Attention les Bogdanov.